Chers auditeurs, bienvenue sur Radio Lorraine Enragée, la radio du Terre-Terre Lorrain. Il y a quelques jours, nous commémorions la bataille de Nancy, célèbre combat qui eut lieu le 5 janvier 1477 et qui vit la victoire des Lorrains sur les Bourguignons. Jour funeste pour le grand-duc d'Occident, Charles le Téméraire, tué sur le champ de bataille, sur ce que l'on peut bien appeler un malentendu. Comment le duc de Bourgogne en est-il arrivé à saluer la grande faucheuse? C'est ce que va nous raconter Laurent Chang, rédacteur au magazine Éléments et spécialiste des questions militaires. Le destin de Charles, le Bourguignon trop téméraire, c'est maintenant sur Radio Lorraine Enragée. Peut-être le savez-vous, chers amis, jusqu'à ce que le royaume de France fît main basse sur la Lorraine, le 5 janvier était la fête nationale des Lorrains. Nous sommes encore une centaine chaque 5 janvier au soir à nous réunir place de la Croix de Bourgogne pour célébrer l'événement. En tant que Lorrain attaché à son histoire, et bien que moi-même très admiratif du courage et de la détermination du jeune duc René II à recouvrer ses possessions légitimes, mon avis est relativement mitigé sur les conséquences de la bataille de Nancy. Il faut toujours se garder des reconstructions a posteriori si l'on ne veut pas tomber dans le piège facile de l'Uchronie. Mais les songes précèdent bien souvent la réalité et personne ne pourra jamais dire ce qu'aurait fait Charles le Téméraire s'il n'était pas mort à Nancy dans les conditions qu'on connaît. En l'occurrence, les mercenaires suisses venant prêter main forte au jeune duc René II 6 mois après sa propre contribution à la victoire de Morat. Un échange de bons procédés, quoique la chose ne soit pas si vraie, nous y reviendrons. Je m'explique. En 1766, la Lorraine est devenue française. Plus tard, la République a réécrit l'histoire dans son sens, sur le modèle de l'État-nation d'essence jacobine, où tout ce qui précède 1789 n'existe que par rapport à la Révolution. C'est dire si des batailles telles que Granson, Morat, les duchés de Bourgogne et de Lorraine, la confédération des 8 cantons s'apparentent pour la plupart de nos contemporains à de la micro-histoire, une suite d'anecdotes tout au plus. Et pourtant, quand on est un Lorrain né au XXe siècle, issu de Lorrain, que son enfance a été bercée par les souvenirs des 3 guerres que la France et l'Allemagne se livrèrent sur son sol, pour mémoire, 1870-1871, 1914-1918 et 1939-1945, eh bien, on comprend de manière intime, presque palpable, ce que le privilège d'être un pays d'entre-deux peut aussi avoir de douloureux. Difficile dès lors, quand on a une âme un tant soit peu romantique, de ne pas s'interroger, ne serait-ce qu'un court instant, sur ce qu'aurait pu donner un royaume lotharingien restauré, comme Charles le Téméraire le rêvait pour lui-même. En gros, une tentative avant-gardiste de créer un foyer de civilisation supranationale au cœur de l'Europe. Alors, encore eût-il fallu que celui-ci fût viable, mais avec un royaume de France rejeté vers l'ouest et un Saint-Empire romain germanique repoussé vers l'est, tout aurait pu devenir possible, y compris une expulsion beaucoup plus précoce des Ottomans hors d'Europe, puisque nous savons que Charles le Téméraire nourrissait le projet d'une grande croisade sous sa direction. Quid à ce moment-là des guerres de religion, qui embrasèrent l'Europe occidentale au XVIe siècle? Quid aussi de la guerre de 30 ans, qui ravagea la Lorraine plus qu'aucune autre région de notre continent? La Lorraine, ce reliquat de Lotharingie, se serait retrouvée alors au centre géographique et même névralgique d'un territoire unique en son genre, presque une amorce d'Europe fédérale, avec beaucoup de guillemets bien sûr, une Europe dont Nancy, selon le vœu de Charles, aurait été la capitale. Avec ses difficultés indéniables dont les historiens ont souvent parlé. Problème de légitimité du Bourguignon tout d'abord, différences économiques, sociales, culturelles, linguistiques, juridiques, ethniques aussi, entre la Bourgogne du Nord et la Bourgogne du Sud, que reliait le seul axe lorrain. Encore une fois, l'historien est vite tenté de céder sa place au romancier quand on parle de Charles le Téméraire et des guerres de Bourgogne.
Et ce n'est pas pour rien que Walter Scott et Alexandre Dumas lui consacrèrent chacun un roman historique. Il est vrai que ni le Lorrain René II, ni le Suisse Nicolas de Disbar, ni, a fortiori, le roi de France Louis XI, ne peuvent rivaliser avec l'aura du grand-duc d'Occident. Un titre lui-même propice à la rêverie. Et c'est un fait, personnage shakespearien et même cornélien dans sa dimension tragique, Charles le Téméraire fascine toujours aujourd'hui. Avant d'en venir à notre héros malheureux, arrêtons-nous un instant sur l'intitulé de ma causerie, les guerres de Bourgogne et la bataille de Nancy. Après tout, pourquoi parler de guerres de Bourgogne et pas des guerres des duchés, duché de Bourgogne, duché de Lorraine, des guerres du pays de Vaud, où auront lieu 2 des 3 grandes batailles qui verront la fin du rêve bourguignon, ou des guerres des 8 cantons, autrement dit les 8 cantons suisses qui, avec l'aide de René II, battront à 2 reprises, voire 3 reprises, le Téméraire, sur le champ de bataille. C'est que, aux yeux de la postérité, le véritable enjeu pour les différents protagonistes de notre histoire était bien de savoir ce qu'on allait faire de cette Bourgogne. Ou dit autrement, quand allait-on finir par la battre? Dès lors, on peut se demander pourquoi une telle obsession, partagée par la quasi-totalité des voisins de la Bourgogne, sous le règne de Charles le Téméraire. Un règne, rappelons-le, très court en soi, 10 ans, de 1467 à 1477. Replaçons-nous dans le contexte. Les frontières, à cette époque, fin du XVe siècle, ne sont pas celles que nous connaissons aujourd'hui. Peut-être avez-vous déjà entendu cette anecdote à propos du cimier au lion doré de Charles, qui tomba au sol au moment où le Téméraire allait coiffer son casque et partir vers son destin sous les murailles de Nancy. Le lion était l'animal emblématique du Téméraire. Celui-ci y aurait vu, à juste titre diront les esprits pieux, un signe funeste envoyé par Dieu. Anecdote véridique ou pas, le Moyen-Âge est bien le temps béni de l'héraldique, où les animaux sont partout. Et comme je me propose de vous résumer la situation géopolitique des années de règne de Charles le Téméraire, les animaux vont nous aider à mieux comprendre la complexité des relations internationales d'alors. Au milieu, la Bourgogne, capitale Dijon, qui va de la Frise, à l'extrême nord de la Hollande, à Turin, grâce à la quasi-tutelle que les Bourguignons ont acquise sur le duché de Savoie. Bien que sœur du roi de France, la duchesse Louis-Hollande, qui exerce la régence du duché de Savoie, marche avec le Téméraire. La Bourgogne, c'est donc le lion. Un lion qui doit faire face, au nord de ses possessions, dans l'actuel Benelux, à un autre lion, celui des Flandres. Plutôt un lionceau qui, s'il n'entre pas en rébellion ouverte, comme le fait le coq wallon contre son seigneur, pensons au terrible sac de Liège en 1468, monnaie chère sa participation au projet de Charles le Téméraire. Et au sud du Luxembourg, entre la Bourgogne dite historique et les terres de Part-de-Ça, comme on appelait les terres bourguignonnes situées au-delà de la Lorraine, les 3 allérions du duché de Lorraine justement, une Lorraine plus étroite et morcelée qu'aujourd'hui, des allérions qui piaffent de plus en plus, bien que dépourvus de bec et de serre. À l'ouest de la Bourgogne, il y a donc le royaume de France, réduit au tiers de son territoire d'avant la guerre de 100 ans, et qui lorgne sur les richesses de la Bourgogne. Louis XI, cousin de Charles, est aussi et surtout le roi des intrigants, surnommé pour cela l'universel aragne, une formule attribuée à Jean II d'Aragon, une araignée qui tisse sa toile et qui répand son venin autant qu'il le peut pour affaiblir le Téméraire. À l'ouest de la France encore, la prenant à revers, se dressent 2 alliés circonstanciels de la Bourgogne. Les 3 léopards anglais, rapides et puissants, leurs griffes ont fait très mal à la noblesse française, à Crécy, à Poitiers-Maupertuis, à Azincourt. Mais ces félins ont depuis perdu la Normandie et la Guyenne, et ils sont alors en proie à une grave crise intérieure avec la guerre des 2 Roses. Toujours à l'ouest de la France, l'hermine du duché de Bretagne, un duché indépendant et ennemi de la France, qui malgré son peu de poids, s'obstine à grignoter les pattes de l'araignée française. Tournons-nous à l'est de la Bourgogne maintenant. Il y a le Saint-Empire et son aigle bicéphale, quelque peu déplumé mais dont le bec et les serres restent acérés. Et toujours à l'est, la confédération des 8 cantons suisses,
parmi lesquels domine l'ours bernois. Ainsi, quand Charles prend le pouvoir en 1467, se trouve-t-il au centre d'une grande ménagerie, ma foi, fort agitée. Si l'on devait mettre en place l'intrigue, ce qui va aboutir au déclenchement des guerres de Bourgogne, on pourrait dire ceci. Tout n'était pas idéal entre la France et la Bourgogne avant l'entrée en scène de Charles le Téméraire. Mais les relations entre le royaume et le duché étaient cordiales, au sens diplomatique du terme. On s'observait. Philippe le Bon, le père de Charles, qui fut duc de 1419 à 1467, ce qui en fait un long règne, Philippe le Bon donc était un des derniers grands feudataires. C'était un Valois comme le roi et père de France. Les deux hommes avaient le même arrière-grand-père, en la personne de Jean II le Bon. Philippe fut même un temps régent du royaume, et s'il pliait le genou devant le roi de France et son dauphin, le futur Louis XI, le rattachement de la Bourgogne au royaume de France, datant de 1361, n'était considéré par lui que comme une union personnelle, et en aucun cas une annexion. Le détail a son importance. À tel point d'ailleurs qu'en 1430, les Bourguignons ne voient aucun vice à capturer Jeanne d'Arc et à la livrer aux Anglais. À cette date, 1430, la Bourgogne commence déjà à mener la vie d'un État indépendant. Chevalier jusqu'au bout des ongles, Philippe a laissé le souvenir d'un prince pacifique et prospère, diplomate plus que militaire, et plus en recherche d'alliances comme avec l'Angleterre que de hauts faits d'armes. C'est à lui que la Bourgogne doit son image de haute civilisation, car pour Philippe, la prestance personnelle et les splendeurs de la cour bourguignonne faisaient partie d'un calcul politique très conscient. De fait, Charles le Téméraire n'invente pas son projet de Grande Bourgogne. De son temps, Philippe se détourne déjà de la France. Il croit dans le destin régnant de la Bourgogne et profite de la guerre de 100 ans pour grappiller des terres à l'est. C'est lui, Philippe, qui met à la fois la main sur la Lorraine, à la bataille de Bulgnéville en 1431, et un pied en Allemagne via l'Alsace. La quasi-indépendance de la Bourgogne est confirmée en 1455, quand Philippe devient grand-duc d'Occident par le traité d'Arras, qui supprime le vassalage du duché vis-à-vis du royaume de France. Philippe n'est pas insensible, lui non plus, au souvenir de l'ancien royaume lotharingien, qui d'ailleurs n'englobait pas la Bourgogne historique, mais aussi du royaume burgonde. Cependant, en 1461, c'est encore Philippe qui lève et pose la couronne sur la tête de Louis XI à Reims, au cri de « Vive le roi », Montjoie et Saint-Denis. Comme on le voit, le fils a hérité du caractère rêveur de son père. Simplement, Charles va amplifier et accélérer le mouvement pour réaliser son rêve. Charles donc. À 33 ans en 1467, le voici à son tour grand-duc d'Occident. Jusqu'ici, on le connaissait sous son premier titre de comte de Charolais. Il est désormais, je lis, duc de Bourgogne, Brabant, Limbourg et Luxembourg, comte de Flandre, Artois, Bourgogne, Hainaut, Hollande, Zélande et Namur, margrave, c'est-à-dire marquis du Saint-Empire romain, seigneur de Frise et de Malines. Lui aussi va tenter de redonner vie à la vieille Lorraine en tant qu'État centre-européen, voire lui assurer un rôle décisif entre le Saint-Empire et la France, en imposant par tous les moyens possibles, contrairement à son père, et là est la grande différence, un empire le long de l'axe Mosan, soit un État souverain germano-latin délimité par le Rhin, le Rhône et la mer du Nord. Charles ne peut l'ignorer, la difficulté est énorme. Si la Bourgogne compte alors 3 millions d'habitants, elle n'a pour ainsi dire aucune unité, et sa survie dépend de la liaison géographique que lui procure son protectorat sur la Lorraine. Toute l'œuvre du Téméraire sera de réaliser cette unité administrative. Alors, qui est Charles le Téméraire ? On a beaucoup glosé sur la complexité du personnage, déjà de son vivant, et aussi beaucoup tourné les pages des dictionnaires de synonymes pour arriver à le cerner. Pour ma part, ouvrez les guillemets, je ne veux pas de conquête, l'honneur est mon seul but, fermez les guillemets, une citation sans doute apocryphe que j'emprunte à la chronique des Confédérés, me paraît résumer au mieux sa mentalité. Nous l'avons dit, Charles tient de son père. C'est un souverain typique du Moyen-Âge,
finissant, et du début de la Renaissance, un homme imprégné de l'esprit de chevalerie au plus haut point. Pétri de valeurs aristocratiques, il croit fermement que Dieu l'a placé là pour régner, et qu'il faut des maîtres pour commander, et des serviteurs pour obéir. Lettré et mélomane autant que sportif, son admiration va sans surprise à Alexandre le Grand, à César, à Hannibal, à Hector, à Lancelot et à Gauvin aussi. Et il grandit sachant que le prénom de son père et celui du père de son héros Alexandre sont identiques, Philippe. Charles a une haute idée de son destin et de son pouvoir. Il se distingue néanmoins de son père par son peu de goût pour les parades inutiles et les ficelles diplomatiques. Moins dépensier que Philippe, Charles sait qu'il vit dans le luxe, mais qu'il n'est pas riche. C'est aussi évidemment un seigneur avide de gloire, cruel surtout vers la fin, quand il n'écoutera plus ses conseillers, très actif et sans peur. Pour Philippe de Comines, qui fut son imminence grise avant de passer au service du roi de France, Charles fut sa vie durant aveuglé par une ambition que lui, Comines, jugeait pécheresse. Animo inquieto, âme inquiète pour Laurent de Médicis, ses détracteurs, qui sont aussi ses vainqueurs, feront de Charles le Téméraire un prince de la Renaissance inconscient de la portée de ses actes et puni tragiquement pour cela. Et il est vrai que Charles le Téméraire a les défauts de ses qualités. Prince loyal, tempérant, fier, noble, irréprochable moralement, sincère, franc, attaché au respect de sa parole, doté d'un sens de l'honneur sourcilleux, pieux, sobre, il a aussi le goût de la guerre, une vaillance jugée dangereuse par ses conseillers, et il peut se montrer plein d'orgueil et de maladresse, dur et violent parfois. Si on ne l'aime pas, on le craint. Toujours affairé, ce qui ne manqua pas de lui être reproché, Charles le Travaillant, comme on a aussi pu l'appeler parfois avec indignation, se veut un héros pour ses contemporains, un prince qui, de fait, se détourne résolument des mœurs courtoises alors en usage. Courageux, je vous l'ai dit, et jusqu'au bout. Affligé d'une fistule, sans doute atrocement douloureuse quand il monte à cheval, et cause qu'il n'eut pas d'autre enfant après Marie, sa fille, Charles souffre aussi d'un ongle incarné qui aidera à l'identifier post-mortem. Quant à son surnom de téméraire, il faut savoir qu'il s'agit d'une invention de ses ennemis. De son vivant, Charles était appelé le hardi, comme son arrière-grand-père. Hardi égale audacieux, ce qui n'est en rien négatif. Téméraire vaut pour celui qui ne sait pas ce qu'il fait, qui fonce sans réfléchir. Tout le contraire de son principal antagoniste, Louis XI, l'incarnation du souverain rusé et calculateur, patient et souple, qui ne craint pas de reculer, de feindre, de temporiser. Charles est bien l'anti-Machiavel, et c'est ce qui va causer sa perte. Tout de suite, Charles se lance dans la réalisation de son grand dessein. Et forcé de constater que pour arriver à ses fins, créer son empire, le téméraire ne manque pas d'idées. Il veut d'abord marier sa fille Marie, qui est encore une enfant, avec le duc de Lorraine Nicolas. Les fiançailles ont lieu, mais elles sont rompues par la mort suspecte, et on accusera Louis XI d'y être mêlé, de Nicolas en juillet 1473. Or, ce mariage aurait permis aux possessions du téméraire d'aller enfin, par une union dynastique et non plus par la force, de la mer du Nord au comté de Bourgogne. De dépit, Charles propose alors sa fille au fils de l'empereur allemand Frédéric III, à Habsbourg, Maximilien, lequel, Frédéric, très endetté auprès de la Bourgogne, accorderait alors à Charles le titre de roi des Romains, après quoi il lui céderait la couronne impériale, que Charles laisserait à sa propre mort à son gendre Maximilien. À défaut, le Bourguignon est prêt à se contenter du titre de roi de Bourgogne. Mais malgré l'argent et les discussions sans fin qui se tiennent à Trèves durant l'automne 1473, les négociations échouent, car Frédéric III n'a aucune envie de voir ressurgir la Lotharingie. Charles commet à ce moment-là une erreur psychologique qui pèsera lourd dans la balance. René II, le successeur de Nicolas, 20 ans à peine, admire Charles, lequel le traite en retour d'enfant. Le jeune duc en prend forcément ombrage, mais il garde d'abord pour lui son mécontentement. Le duché de Lorraine est réduit à l'état de protectorat. De son côté,
Charles possède des places fortes disséminées en Lorraine le long de la route du Luxembourg, et il a de puissants alliés parmi les nobles lorrains. Les routes de Champagne étant interdites aux Bourguignons, la valeur du duché de Lorraine n'en est que plus grande pour les échanges entre les deux Bourgognes. La Lorraine, devenue malgré elle l'artère principale du duché de Bourgogne, doit subir, outre l'humiliation de son occupation, les dégâts que lui causent les passages répétés des troupes bourguignonnes sur son sol. Or, la Lorraine a une longue et fière histoire derrière elle. Logiquement, René II cultive lui aussi la nostalgie de la Lotharingie du Xe siècle, et plus encore celle du XIVe siècle, quand le duché de Lorraine, alors dirigé depuis 1047 par la famille d'Alsace, avait fait reconnaître son indépendance, et par le roi de France, et par l'empereur d'Allemagne. Charles ne s'en rend pas compte, mais il s'est fait de René un ennemi juré, là où un traité équitable, mutuellement fructueux entre le duché de Bourgogne et le duché de Lorraine, aurait peut-être suffi à éviter tout ce qui va suivre. Car malgré ses échecs, le téméraire ne se résigne toujours pas. Il tourne d'autant plus résolument le dos à la France qu'il comprend que l'Angleterre et la Bretagne sont impuissantes à mettre un terme par la force aux agissements de Louis XI. En 1473 toujours, Charles devient feudataire du Saint-Empire en prenant possession du duché de Gueldre. Dès lors, il ne veut plus négocier mais s'imposer. La Bourgogne est au fait de sa puissance. Inexorablement se sont mis en place les éléments qui vont conduire Charles le Téméraire à la tombe. Mais à ce stade, il nous manque encore deux intervenants. Le fauteur des guerres de Bourgogne, et par conséquent de la bataille de Nancy, n'est autre qu'un cousin de l'empereur d'Allemagne Frédéric III, Sigismond de Tyrol, propriétaire depuis 1456 d'une bonne partie de l'Alsace. À cette époque, les Habsbourg ont déjà été chassés de Suisse depuis plusieurs générations, et Sigismond ne cache pas son ambition de reprendre ce qui appartenait à ses ancêtres. Charles, malgré la résistance de Frédéric III, a acquis des possessions en Haute-Alsace et en Forêt-Noire, de même que le comté de Ferrette par le traité de Saint-Omer, signé en 1469. Perclus de dettes, Sigismond a dû se placer sous la tutelle du Téméraire en hypothéquant littéralement ses terres, lequel Téméraire a choisi comme bailli Pierre de Hagenbach, un petit noble du Zungau, qui va accumuler abus de pouvoir et vexations diverses sur ses nouvelles possessions, qui sont aussi frontalières de la Suisse. Des Suisses que Hagenbach déteste ouvertement. Le bailli injurie notamment les Bernois, disant à qui veut l'entendre que si on enlevait la peau de l'ours de Berne, cela ferait une excellente fourrure pour son lit. Des Suisses qui redoutent d'être encerclés et que le roi de France Louis XI incite en sous-main, bien sûr, à la guerre avec la Bourgogne, en leur promettant tout l'argent nécessaire pour leur campagne. Deuxième acteur, les Suisses. À cette époque, Berne mène une politique qu'on qualifierait d'expansionniste. Rappelons-nous que le Zungau est dévasté par les Suisses en 1468. Les ambitions de Berne vont vers la Savoie, qui s'étend alors du lac de Neuchâtel à Turin, et vers le nord, au-delà du Rhin. Ses intérêts économiques plaideraient plutôt en faveur de bonnes relations avec la Bourgogne, et un pacte de non-agression a d'ailleurs été signé en ce sens en 1467. Mais ces bonnes relations sont compromises par le traité de Saint-Omer, qui est aussi un pacte défensif, puisque Charles le Téméraire s'y engage à venir en aide à Sigismond en cas de besoin. Charles savait-il dans quel guêpier il se fourrait? La question reste posée. Louis XI, lui, sait ce qu'il fait. Le roi de France a vu ce que valaient les Suisses au combat, en 1444 d'abord, quand il était encore dauphin, là où 2500 Balois furent vainqueurs de 20 000 Armagnacs à la bataille de la Birse, et à Montlhéry en 1465, où ils ont fait la démonstration, cette fois au service des Bourguignons, de leur qualité guerrière et d'une coordination encore inconnue entre arquebusiers, arbalétriers et piquiers, ou piquenaires. Les 8 cantons ne forment pas encore un ensemble homogène, mais ils sont unis par la menace d'un ennemi apparemment immense, la Bourgogne, et intéressés par l'argent du roi de France. C'est ce qui va les décider. D'un certain point de vue, Sigismond de Tyrol est donc le fauteur,
et le bailli Hagenbach le fautif des guerres de Bourgogne. Charles, le téméraire, ne peut désavouer publiquement son subordonné Hagenbach, et la crise culmine avec le soulèvement des villes alsaciennes en 1473, villes alsaciennes aidées par les Suisses qui relèvent le gant que Hagenbach leur a jeté. De civile, la guerre devient générale en s'étendant aux marches orientales de la Bourgogne. L'empereur Frédéric III ne réagissant pas, Charles comprend que son rêve d'un royaume rhénan est en train de lui échapper. Cependant, il hésite encore, tandis que les Suisses et Sigismond opèrent un rapprochement parfaitement contre nature au début de l'année 1474, en signant un règlement perpétuel de défense mutuelle entre la Confédération et les grandes villes alsaciennes. Strasbourg, Colmar, Bâle, Sélestat. La basse union est née, une alliance qui, officiellement, est toujours placée sous l'autorité de Charles le Téméraire. La première conséquence de ce traité ne se fait pas attendre. Hagenbach, le missus Dominicus de la Bourgogne en Alsace, est décapité par les rebelles le 9 mai 1474. Dès cet instant, les événements s'enchaînent à une vitesse accélérée. Les Suisses attaquent les premiers, en portant secours aux villes alsaciennes, que le frère du dit Hagenbach ravage pour venger la mort de celui-ci. L'expédition est couronnée de succès, dans le pays de Vaud, en Franche-Comté, à la bataille d'Héricourt du 13 novembre 1474, et en Savoie. C'est peut-être là que se révèle pour la première fois le caractère brouillon, fantasque, de la grande politique conduite par Charles le Téméraire. Car simultanément, celui-ci est embourbé depuis le mois de juillet 1474 dans le siège de Neuss, par lequel il cherche à obtenir un protectorat sur le Rhin. En Rhénanie du Nord, donc, très loin de l'Alsace en ébullition. Or, cette opération dirigée contre l'évêché de Cologne est vue comme un casus belli par Frédéric III, qui déclare la guerre aux Téméraires le 7 janvier 1475. Encore une fois, avec l'appui secret du roi de France Louis XI, lequel continue cependant de clamer sa volonté de maintenir la trêve avec les Bourguignons. Tout s'emballe alors. Le 9 mai 1475, René II de Lorraine se retourne contre son protecteur, entre guillemets. Un traité secret avec Louis XI avait déjà été conclu à Chartres le 15 août 1474. Le 26 juin, Charles lève le siège de Neuss après des pourparlers honorables. 1 an de siège pour rien. Une perte de temps cruciale pour la Bourgogne. Le Téméraire ne gagne rien dans l'affaire, mais son prestige est intact, et il descend aussitôt vers la Lorraine en révolte. Il est de plus en plus seul. Le 28 août 1475, il perd l'appui des Anglais quand le traité de Piquigny met fin à la guerre de Cent Ans. Le 25 octobre, René II doit fuir Nancy, et la Lorraine est reconquise par les Bourguignons à la fin du mois de novembre. Dans le même temps, les Suisses envahissent de nouveau la Savoie. Enfin, pourrait-on dire, Charles le Téméraire jure de venger son bailli Hagenbach, rassemble son armée et se met en marche au début de l'année 1476. Mais trop sûr de lui, il se hâte et se heurte aux 8 cantons et aux Strasbourgeois. Ce seront 3 défaites consécutives. Devant Grandson, où il perdit ses possessions, dit la chanson, le 2 mars 1476. Devant Morat, où, toujours d'après la chanson, son cœur se brisa, le 22 juin 1476. Et finalement devant Nancy, où il perdit la vie, finit la chanson, le 5 janvier 1477. À Grandson, on sait que Charles le Téméraire joua de malchance. Pas à Morat ni à Nancy. Charles avait hérité de son père une armée de parade assez médiocre, très bien équipée mais guère entraînée et ayant peu servi pendant son long règne. Au contraire, l'armée que Charles a créée en peu de temps est forte, cohérente et bien commandée. C'est une armée permanente, disciplinée, composée de compagnies d'ordonnance, en plus des fiefés et arrière-fiefés qu'il a mobilisés et qui forment l'élite de sa cavalerie. Sa logistique est bien conçue. Ce sont les premiers soldats de métier d'Europe. Mais des soldats pour beaucoup étrangers, italiens, anglais, savoyards,
dont le mordant repose entièrement sur la mystique personnelle de leur chef, l'armée bourguignonne prête serment à la maison de Bourgogne et à elle seule. Le résultat, on le voit à Granson et plus encore à Morat. Les Bourguignons, qui ne sont pas préparés au chaos de la bataille, y fléchissent devant les carrés de piquiers suisses. Eux mènent une guerre qui est tout sauf chevaleresque, sans noblesse, et l'on sait que Charles reprocha amèrement à René II, en tant que grand féodal, de s'être allié à la canaille suisse. Comme l'a très justement écrit l'historien militaire suisse Daniel Reichel, ces 3 batailles, Granson, Morat, Nancy, se situent à une période de transition historique dans les armées européennes, qui voit disparaître la primauté de la cavalerie féodale. Avec Ernst Kantorowicz, on ajoutera que la loyauté personnelle et le sacrifice héroïque du guerrier pour son seigneur et maître s'effacent devant la notion de patrie, notion évanouie depuis la fin de l'Antiquité mais en pleine reviviscence, et plus prosaïquement, devant l'appât du gain. Penchons-nous un instant sur Morat, un désastre pour Charles le Téméraire. René II en personne, à la tête de sa cavalerie, y participe. Scène magistralement immortalisée par le panorama de Louis Braun. René fut adoubé avant la bataille, mais il ne fut en rien sollicité par les Suisses, et on sait qu'il faillit même arriver en retard. Avant cela, ne nous leurrons pas, il n'y avait aucun contact politique, diplomatique ou militaire entre le duché de Lorraine et les cantons. Les Suisses se désintéressaient de la Lorraine, leur seul souci étant la sécurisation des axes Genève-Lyon et Bâle-Rhénanie. Il n'empêche, on peut voir là un acte politique majeur du duc de Lorraine, car c'est en Lorraine que le sort de Charles sera scellé. Fort de la déroute du Bourguignon, René II assiège de nouveau Nancy en août 1476. Si le Téméraire l'en déloge en octobre, le Lorrain revient en force en janvier 1477 avec une majorité de Suisses dans son armée. Pas des alliés confédérés, mais des mercenaires. Lucernois, Bernois, Saulerois, Fribourgeois, Strasbourgeois, soldés par Louis XI avec en prime une promesse de butin. Et après ? La nouvelle de la mort de Charles le Téméraire à Nancy est confirmée à la cour de Bourgogne le 25 janvier. Aussitôt alerté, Louis XI fait avancer son armée vers les États de Bourgogne et occupe la Picardie. Mais il va trop loin et pour se prémunir contre lui, Lorrains et Suisses prêtent allégeance à Frédéric III, tandis que Marie de Bourgogne, la fille désormais orpheline de Charles, épouse Maximilien, futur empereur, et devient archiduchesse le 19 août 1477, comme son père l'avait souhaité de son vivant. Paradoxalement, on assiste pendant un temps à l'éveil d'une nationalité bourguignonne dans toutes les terres de Bourgogne contre le roi de France. Cet éveil pour lequel le Téméraire s'était tant démené. La Bourgogne historique entre dans l'escarcelle française en 1483 par le mariage de Marguerite d'Autriche-Bourgogne, petite fille de Charles le Téméraire et de Charles VIII, l'année de la mort de Louis XI. Sauf que le mariage est réputé non consommé et que Marguerite est répudiée pour Anne de Bretagne. Le duché n'en est pas moins annexé en même temps que la Bretagne. Le royaume de France fait ainsi coup double et on voit que Charles VIII s'est instruit à bonne école. Ce n'est pas terminé. Philippe le Beau, petit-fils de Charles, épouse en 1496 Jeanne la Folle, héritière des couronnes d'Aragon et de Castille. Leur union donne naissance en 1550 à l'arrière-petit-fils du Téméraire, Charles Quint. C'est lui qui récupérera les restes de son aïeul à Nancy, aujourd'hui inhumé à l'église Notre-Dame de Bruges. Pendant 2 siècles, les Habsbourg gouverneront un ensemble germano-espagnol, englobant l'Artois, la Franche-Comté et la Flandre, et reprendront à leur compte la grande idée du Téméraire. Quant au duché de Lorraine, il acquiert son indépendance par le traité de Nuremberg en 1542. Si je dois maintenant conclure ce rapide survol des guerres de Bourgogne, je dirais que Charles le Téméraire fut bien ce lion dont il avait fait son emblème personnel. Un lion trop à l'étroit dans sa cage, une cage dorée pourtant, et qui, à force d'exhiber sa puissance et de vouloir agrandir son domaine, finit par liguer contre lui des animaux qui n'auraient jamais dû se rencontrer. Alérion lorrain, ours bernois,
et araignée française. Quelle morale un Jean de La Fontaine aurait-il tiré d'une telle histoire ? Je vous laisse le soin de l'imaginer.